On va voir aujourd'hui les points communs entre le service informatique de l'Éducation nationale, de la police nationale et même de l'armée. Ces trois services publics ont connu un échec informatique cuisant, avec des sommes dépensées qui ont de quoi de nous faire hurler de rage. Alors que vous soyez citoyen et que c'est votre argent, ou que vous êtes une équipe de dev et disent « Oh mon Dieu, comment ils ont pu griller autant ?» Sirène, le projet de l'Éducation nationale pour la gestion des ressources humaines, c'est 10 ans de développement sous la supervision de Capgemini. 400 millions d'euros et aucun logiciel en vue. Louvois, le projet équivalent de l'armée, connaît son premier déploiement 10 ans après le début du projet. Il est finalement arrêté 2 ans plus tard avec des sommes estimées dans les 500 millions d'euros. Là encore, aucun logiciel utile à la fin. Et alors récemment, ce mois-ci est tombée la nouvelle de Scribe. Le projet Scribe fait pas le figure en comparaison. Seulement 12 millions d'euros brûlés et 4 ans de développement. Scribe était co-développé avec des agents de la police judiciaire et des développeurs, sous la supervision, là encore, de Capgemini. Mais 2 ans après le début du projet, le chef d'équipe et la moitié des développeurs s'en vont. L'année dernière, la société Capgemini réalise un audit. Il semblerait que le projet va dans le mur. Ils invoquent des problèmes d'architecture et le projet est avorté. Résultat des comptes, 11,7 millions d'euros. Bien que ce soit difficile de faire un post-mortem avec si peu d'informations, il y a quelques éléments très intéressants que nous allons voir. On note un très bon point de départ pour le projet Scribe, contrairement aux 2 autres projets. Déjà l'intégration d'une équipe dédiée d'agents, donc d'utilisateurs, mais ce qui crève vraiment les yeux pour ces 3 projets, c'est l'absence de déploiement rapide des fonctionnalités. Il a fallu 10 ans pour le projet de l'armée. 4 ans après, le projet Scribe n'avait pas été déployé. Et c'est ainsi qu'il faut attendre des années pour se rendre compte que le projet va droit dans le mur. Alors qui devrait-on blâmer? Les équipes de développeurs, la coordination, le client? C'est une bonne question. On va essayer de résoudre ce problème en plusieurs étapes, mais la mauvaise nouvelle, c'est que le problème, c'est nous. Et je veux dire, les citoyens. La première chose qu'il faut prendre en compte, c'est que ces projets informatiques débutent par une commande publique qui est un appel d'offres. Et il faut voir l'appel d'offres, c'est souvent un cahier des charges extrêmement long et ce cahier des charges contient très souvent des absurdités totales. Et j'en avais déjà parlé, mais on demande certainement à des gens très intelligents de réaliser ces cahiers des charges. Ils sont censés savoir absolument tout de ce qui est nécessaire dans le futur et déterminer les besoins exhaustifs du projet. Cela avant même qu'une seule ligne de code ne soit faite. Une fois le contrat signé, ce cahier des charges est une malédiction pour le projet, qui s'embourbe entre la nécessité de réaliser ce qui a été dans le cahier des charges et le besoin d'innover en faisant de la découverte. Le résultat, c'est qu'on est tous passés par là, que vous soyez développeur ou simplement utilisateur. Il y a toujours ce moment à la machine à café où vous apprenez que votre logiciel métier va être remplacé. Vous êtes certainement très ravi parce que votre logiciel métier était une horreur. Puis rapidement, vous déchantez quand le logiciel tarde à arriver ou quand il arrive, vous ne pouvez pas faire les simples fonctionnalités que vous utilisez dans votre quotidien. Sans parler des bugs et de la perte de temps que vous devez faire pour réapprendre le logiciel. Et là, l'ambiance devient chaude quand vous apprenez le montant de la note qui a été réglée par votre direction ou par votre département pour ce logiciel. Mais il faut aussi voir cela du point de vue de l'équipe de développeurs. Elle reçoit un cahier des charges gros comme un dictionnaire qu'elle doit apprivoiser et prévoir un plan pour le livrer. De plus, ce cahier des charges, on se rend compte qu'il change de semaine en semaine au fur et à mesure qu'on discute avec les différents acteurs. Alors maintenant, vous imaginez que vous cumulez des retards, que vous avez des bugs à gérer, et en plus que vous devez gérer la mauvaise humeur de votre manager, et ça fait une ambiance assez affreuse. D'ailleurs, les premiers exemples qui montrent que ça va mal dans le projet, c'est qu'il y a des gens qui commencent à partir. Et là, on touche à un problème qui est vrai dans la commande publique, mais aussi en entreprise, c'est le design waterfall, donc le design en cascade. Créer un requirement et l'exécuter, ce n'est pas possible, surtout pour un logiciel. Le logiciel, c'est software en anglais, c'est censé être fluide. Et pour une bonne raison, c'est qu'on peut délivrer très rapidement des premières fonctionnalités et itérer à partir de cela. C'est comme ça qu'on permet d'innover. Imaginez que vous utilisez un logiciel depuis 10 ans qui est une usine à gaz. Vous allez peut-être pouvoir automatiser certaines approches
Et ce ne serait pas possible si vous demandez de reproduire exactement le même logiciel. Nous aussi, en tant qu'utilisateurs, on a un devoir, c'est se plaindre. Et a priori, on devrait plutôt être pas mal pour ça. Si les gens ne nous demandent pas des retours utilisateurs, c'est à nous de les donner. Quand vous appuyez sur un bouton et que le logiciel ne marche pas ou ne marche pas de la façon qui vous est le plus efficace, il faut l'annoncer, il faut le dire. Et vous avez besoin de créer cette ambiance-là dans laquelle les développeurs vont être à votre écoute. D'ailleurs, un excellent moyen de savoir si les développeurs sont à l'écoute des problématiques que vous avez, c'est de leur envoyer simplement un mail en leur faisant une explication de ce qui n'avait pas marché dans le logiciel ou des propositions pour améliorer le logiciel. Si vous n'avez aucun retour, ça sent le roussi. Vous êtes peut-être développeur avec une petite équipe. La bonne nouvelle, c'est que même les grosses équipes et les gros poissons n'ont pas l'envergure pour réaliser des projets jusqu'au bout. Et donc, c'est notre devoir de convaincre les acteurs publics, mais aussi les acteurs privés, de nous faire confiance pour déployer à petite échelle les fonctionnalités qui sont les plus urgentes et itérées. Et ce qui est à retenir, c'est que encore le design en cascade, donc ça veut dire faire des gros pavés et essayer de les exécuter, c'est une mauvaise idée. C'est une mauvaise idée pour le software, mais ça pourrait être aussi une mauvaise idée pour certains projets industriels dans lesquels il y a beaucoup de variables imprévisibles. Par exemple, un réacteur nucléaire qui coûte 20 milliards au lieu de 3 milliards. Bon, ça, on en reparlera plus tard. Et c'est là où la philosophie agile fait tout son sens. Elle part de la redéfinition d'un besoin concret pour apporter une valeur supplémentaire en discutant avec les utilisateurs. On ne fait pas ça dans notre coin. Ensuite, on propose de déployer rapidement ces fonctionnalités pour itérer. Et rapidement, c'est pas genre un an. C'est si vous pouvez commencer au bout du premier mois, vous allez augmenter la probabilité que votre projet aille jusqu'au bout. Et ensuite, j'en ai déjà parlé, réduire les intervalles dans lesquels vous allez livrer de nouvelles fonctionnalités. L'objectif est de descendre sous la semaine. Concrètement, vous avez besoin d'avoir des pipelines de déploiement continu et d'intégration continue, donc CI/CD, qui permettent de déployer directement votre code en production et tester sa qualité. J'ai apprécié l'initiative de détacher des équipes d'agents, donc de potentiels utilisateurs, avec les équipes de développeurs. Mais là encore, on peut questionner la pertinence de ce choix. Comment ces équipes d'agents sont choisies? Pourquoi ont-ils besoin d'être détachés, eux, plutôt que d'autres utilisateurs? Et c'est là où encore l'approche de livraison continue est bien plus pertinente. Si vous donnez l'opportunité à vos utilisateurs de tester rapidement les nouvelles fonctionnalités que vous donnez, et bien sûr que les utilisateurs en face vous fassent un retour, mais ça encore, vous pouvez organiser des interviews. Cela vous permet de faire des choix beaucoup plus pragmatiques, utiliser la méthode expérimentale et donc scientifique et pas se baser sur l'avis ou l'intuition de quelques utilisateurs que vous avez triés sur le volet. Voilà, donc que vous soyez développeur ou même utilisateur, notre devoir, c'est d'éviter d'avoir ces pertes-là qui sont absolument monstrueuses. Et si vous êtes élu, mais faites confiance à des petites équipes, donnez-leur les moyens de grossir progressivement et de déployer rapidement les fonctionnalités sur les services publics qui en ont le plus besoin. Donc la prochaine fois que vous soufflez et que vous plaignez face à un logiciel qui ne fonctionne pas comme attendu, écrivez un mail. Trouvez la meilleure personne qui est capable d'intervenir pour modifier ce logiciel. Et si on fait tout ça, les développeurs qui ne respectent pas ce contrat en prenant en compte vos avis seront facilement détectables et les meilleures équipes qui seront capables de résoudre les problèmes rapidement auront plus de chances de vous apporter la valeur dont vous avez besoin. Voilà, je fais une vidéo par semaine pour parler d'agilité, d'entrepreneuriat et de code. Si ça vous intéresse, abonnez-vous, ça fait plaisir, ça me motive à faire des vidéos. Ciao!